Merci à tous d'être là pour cette première séance du GRIS Nouvelle Mouture. Donc, je vais vous expliquer en quelques mots comment vont fonctionner les choses aujourd'hui et puis par la suite. Et puis tout de suite, je donnerai évidemment la parole. Nous avons aujourd'hui une première séance introductive que nous avons intitulée « Contribution et limites de ma discipline face à la crise écologique ». Et c'est une première séance que nous voudrions un peu paradigmatique de ce qui va se passer dans la suite. Nous avons essayé d'établir un séminaire GRIS Nouvelle Mouture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous voudrions lui donner encore un caractère plus interdisciplinaire que par le passé. C'est un séminaire qui existe déjà depuis 4 ans et qui était né dans le cadre de la philosophie des sciences et des sociétés. C'est Charlotte qui l'a fondé avec Bernard Feltz, qui est maintenant émérite, professeur de philosophie de la biologie principalement, et donc avec un souci de penser la crise écologique. C'est ce qui est dans l'acronyme GRIS, Groupe de recherche interdisciplinaire sur la crise écologique. Et donc ce séminaire était basé, et est toujours basé d'ailleurs, à l'Institut supérieur de philosophie, mais nous voudrions lui donner un caractère plus interdisciplinaire qu'il ne l'avait autrefois, donc avec plus de centres qui seraient impliqués et plus d'instituts. Alors pour cela, nous lui avons donné une nouvelle assise avec une structure en 3 niveaux, pourrait-on dire. D'abord un comité organisateur, donc avec Michel Crucifix, Charles Pence, Charlotte et moi-même, donc je m'appelle Nathalie Frogneux. Et donc, nous allons organiser, coordonner. Mais nous comptons beaucoup sur un comité scientifique qui c'est déjà un peu structuré, réuni, mais qui n'est pas clos. Donc, si vous voulez faire partie du comité scientifique, vous êtes évidemment les bienvenus. N'hésitez pas à faire signe. Et puis, bien sûr, si vous n'avez pas le temps de vous investir dans la structure, mais que vous voulez juste participer, vous êtes aussi les bienvenus. Alors on procède un peu par capillarité, par réseau, on essaie de contacter les gens qu'on pense intéressés et vous pouvez évidemment nous aider à trouver d'autres personnes qui n'ont peut-être pas encore été contactées, même si j'ai l'impression que le mail a bien circulé. Certains m'ont dit, je l'ai reçu 3 fois, d'un air un peu énervé. Bon. Donc il a bien circulé, peut-être un peu trop, je m'en excuse, parce qu'on procède de manière un peu artisanale comme ça. Ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est trouver des contacts surtout sur les autres sites et aussi sur OLUE avec le secteur des sciences de la santé, où là on n'a pas encore réussi vraiment à trouver les collègues qui pourraient nous aider, même si on commence à avoir quelques idées. Donc cette structure nous permet de penser en fait la crise écologique. Alors ça c'était le nom du GRIS au moment de sa naissance. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'il faudrait penser, c'est l'anthropocène, et donc au sein de cet anthropocène, penser la transition. Alors ce qui requiert vraiment un travail interdisciplinaire, c'est qu'on voit bien que l'anthropocène efface complètement la frontière entre nature et culture, et qu'il y a même une espèce de chiasme d'enveloppement entre la nature et la culture, puisqu'on a l'impression que la culture ou la civilisation le terme industriel, enfin, je ne sais pas comment il faut la qualifier, l'activité humaine est devenue ce qui enveloppe la nature, alors qu'autrefois c'était la nature évidemment qui rendait possible l'activité humaine. Et donc cette complication de l'anthropocène, ce chiasme fait que nous devons penser de manière interdisciplinaire. Alors, c'est évidemment un défi de penser un nouvel objet qui est un peu en train de naître sous nos yeux. Et ça remet en question évidemment le partage disciplinaire, les partages disciplinaires et sous-disciplinaires tels que nous les avons développés au sein de l'université. Et notamment, je pense à cette difficulté de dépasser le clivage des secteurs pour notre université en particulier, puisque nous avons trois grands secteurs et qu'ils sont en réalité tous impliqués, mais nous avons très peu l'habitude de travailler ensemble. Donc là, il y a un vrai défi sur le plan de la méthode et sur le plan
travail collectif, parce que ce qu'on appelle parfois de l'interdisciplinarité, c'est une rencontre de disciplines au sein du même secteur, ou parfois de sous-disciplines au sein d'une même discipline. Mais nous devons, avec la question qui nous occupe, évidemment, avoir beaucoup plus d'ambition sur ce que l'on appelle l'interdisciplinarité. Elle devrait être évidemment transsectorielle. Et le deuxième enjeu que je voudrais souligner, et que j'espère nous allons pouvoir affronter, c'est un défi de penser la globalité et la complexité d'un objet tel que celui... Enfin, un objet, alors c'est pas vraiment un objet, mais si on parle de transition plutôt que de crise écologique, c'est de penser la globalité et la complexité sans tomber dans la confusion et l'imprécision. Et donc la difficulté sera évidemment de se rendre compréhensible aux autres disciplines, sans faire de la vulgarisation à bas prix, et pour que cette rencontre soit vraiment du niveau de la recherche d'un séminaire de troisième cycle. Donc ce que nous aimerions en fait avec ce séminaire du GRIS, c'est que les doctorants dans leurs recherches respectives puissent se rencontrer et inscrire ce séminaire dans leur formation doctorale. Donc c'est ça tout l'enjeu, c'est se rendre compréhensible sans faire de la vulgarisation qui risquerait alors de faire perdre le niveau d'un séminaire de recherche. Voilà. Donc c'est un défi évidemment, je pense qu'il va falloir relever ensemble et pour lequel il va falloir vraiment se retrousser les manches. On peut penser cette fameuse interdisciplinarité transsectorielle. Donc la méthode qu'on vous propose, c'est que on va essayer de construire cela concrètement. Ça veut dire que si, quand vous intervenez, si vous avez la possibilité de nous envoyer 2 petites pages ou 3 petites pages, je dis ça parce que c'est valable aussi pour la suite, avec votre intervention, réagir éventuellement après la discussion parce que vous aurez peut-être des choses à changer, et puis les envoyer au rapporteur. Il y aura un rapporteur de séance, mais qui va changer. Aujourd'hui, c'est moi qui vais être rapportrice, mais rapportrice, c'est très bien. C'est très rapporteur. Bien. Rapporteur. Bon. J'hésite, je trouve que c'est un mot un peu râpeux, mais bon, voilà. Donc je vais rapporter la séance, je vais noter, pendant que Charlotte, qui fait ça très bien, attention, méfiez-vous, tu me mets la pression là, Nathalie. Elle va vous couper la parole si vous dépassez le temps qu'on a décidé de consacrer à chacun. Donc, vous pouvez réagir aux séances en envoyant des petits textes, etc. Et on va essayer de construire quelque chose comme une problématique qui se développe avec les points de vue différents qui s'agrègent. D'accord ? Donc la méthode est un peu en test, on va l'expérimenter, mais on est convaincu qu'il faut essayer justement de laisser une trace et de commencer à construire cet objet ensemble. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, après la séance, rajouter des choses au débat en disant « mais tiens, j'ai pas eu l'occasion de dire ça pendant le débat », n'hésitez pas à le faire par écrit et le rapporteur de séance s'arrangera pour que ça rentre quelque part dans le texte commun. Voilà, alors... Peut-être, Nathalie, juste préciser que, comme on voudrait qu'il y ait chaque fois ces différents rôles à chaque séance, vous serez peut-être mis à contribution. Donc, si volontairement, ça vous dit de faire une fois la synthèse, le rapport de séance, n'hésitez pas à vous manifester, c'est avec plaisir qu'on vous déléguera cette tâche. S'il y a l'un ou l'autre thème qui vous intéresse particulièrement, sincèrement, on est preneur. Preneuse. Oui, on va passer, on fait tout de suite la parole à Pascale Vielle parce qu'elle doit malheureusement partir avant la fin du débat. Je dois partir à 11h25, donc je ne sais même pas si ça vaut la peine que je parce que de toute façon, tu as 10 minutes. D'accord, mais ça va être difficile d'engager un dialogue aussi, c'est un peu dommage. Quoi. On va voir si j'arrive à mobiliser toutes mes capacités de synthèse, et puis vous verrez sans moi ce qui convient d'en faire. Donc ma discipline au départ, c'est le droit, je suis juriste, comme je l'ai dit, et en fait, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Il y a ici Christine Frison, je suis contente qu'elle soit là, qui vraiment est hyper compétente, ne travaille que sur ces questions. Et il y a eu déjà des journées d'études, notamment à Saint-Louis, pour montrer un peu quel pouvait être l'apport des juristes et comment la question de la transition revisitait leur discipline. Mes objets d'études à moi, aujourd'hui, et depuis très très longtemps, c'est la protection sociale,
la gouvernance européenne, les études de genre, comme je l'ai dit, et la protection sociale, pour commencer par elle, dans le monde anglo-saxon. C'est un champ d'études à part entière, un peu comme industrial relations, ou voilà, multidisciplinaire. On parle aussi de social policies, ou plus précisément en ce qui me concerne, de comparative social policies. C'est un champ qui est dominé par une approche qu'on va appeler néo-institutionnaliste. Ce sont des personnes qui adoptent une pensée historique, institutionnelle, comme le nom l'indique, et qui réfléchissent la protection sociale en lien avec les acteurs et à partir de l'articulation entre le marché, la famille et l'État. Et comment ça fonctionne dans différents contextes, à différents moments et dans différents lieux. En fait, le problème, puisque la question est quelle est la limite de votre discipline, le problème qu'on rencontre, c'est que c'est un champ qui lui-même s'ancre de manière implicite et largement impensé en plus dans le modèle productiviste. L'institution de la sécurité sociale, la protection sociale, est vraiment née avec la société industrielle. On peut même lui dire qu'à certains égards, elle lui est consubstantielle. Difficile d'imaginer une société industrielle qui survit sans des travailleurs qui vivent. Donc, et à cet égard, la sécurité sociale est indispensable. Et alors, le problème, c'est qu'avec l'irruption de l'enjeu environnemental, en fait, ça vient questionner vraiment les fondamentaux de ce champ. Je vous donne un exemple d'un raisonnement tout à fait classique qui montre les impasses dans lesquelles on se retrouve quand on ajoute le paramètre environnemental. Alors, c'est toutes des affirmations qui sont toutes questionnables, mais qui sont tellement habituelles que quand on les entend, personne ne les questionne. Les inégalités sociales contribuent à l'aggravation de la crise environnementale et écologique. C'est pas tout à fait vrai, hein, mais c'est ce qu'on entend tout le temps. Voilà, donc, y compris dans ce champ. Et puis quand on creuse, c'est pas vrai. La crise écologique accroît les inégalités. La sécurité sociale constitue un instrument privilégié pour réduire les inégalités. L'existence et les caractéristiques des systèmes de protection sociale dépendent des régimes capitalistes. La croissance économique aggrave le changement climatique. La croissance économique est nécessaire pour préserver la protection sociale. Et donc on tourne rond, on n'y arrive jamais, et on est tout le temps en train de se heurter à des impasses. Et en fait, on est en quelque sorte piégé dans le paradigme de la social-démocratie capitaliste, et on ne parvient pas à saisir l'ampleur du changement de paradigme politique qui est nécessaire à la transition climatique à partir de notre grammaire à nous, en fait, notre grammaire habituelle. Donc, plein de questions se posent à partir de là, auxquelles je n'ai pas la réponse, mais j'ai commencé à travailler, à poser les questions, et je ne peux pas trouver la réponse, moi, dans mon seul champ disciplinaire. Ou dans... Première question, est-ce qu'on peut imaginer une protection sociale sans capitalisme? Est-ce qu'on peut imaginer un capitalisme sans croissance? Alors, beaucoup de gens ont travaillé ces questions, ils travaillent, il y a toutes les réflexions des décroissants, mais qui ont été totalement méprisés par les gens qui travaillent sur la protection sociale, puisque vous ne voulez jamais entendre parler de la fin du modèle industriel ou capitaliste, ou productiviste, pour être encore plus clair, et voilà, vous ne voulez pas entendre parler ni de la fin de la croissance. Est-ce que la protection sociale reste une institution à défendre? C'est ce qu'on appelle une solidarité froide par rapport aux solidarités chaudes de proximité, mais moi, je crois, j'ai la conviction, que c'est quand même la capacité d'organiser collectivement à des échelles différentes, qui peuvent être très, très larges ou petites, une mutualisation des moyens et de délibérer sur l'affectation de ces moyens à des priorités qu'on estime essentielles. Finalement, la protection sociale, au sens le plus large, c'est tout de même ça. Hein. Comment penser le périmètre, justement, géographique, alors qu'on a toujours pensé ça à l'échelle de l'État-nation? Est-ce que c'est encore le bon périmètre face à la crise migratoire? Est-ce que les bénéficiaires, ça doit rester les travailleurs, ou même les citoyens qui ont... Moi, je pense que non. Mais alors, du coup, comment est-ce qu'on définit le périmètre et des bénéficiaires et géographiques de cette redistribution, sachant que la redistribution implique une communauté quand même, donc il va falloir définir la communauté.
Est-ce qu'on peut imaginer une sécurité sociale sans périmètre national? Je viens de le dire. Comment, et alors ça c'est plutôt une piste pour la transition, aujourd'hui se fait jour et s'impose de plus en plus l'idée qu'une réduction collective du temps de travail très drastique pourrait être un élément très intéressant de transition climatique et de limitation des émissions de gaz à effet de serre. Et là, en effet, la protection sociale pourrait jouer un rôle, puisqu'elle a toujours joué un double rôle de redistribution des moyens financiers, mais de redistribution de notre temps tout au long de la vie. Elle joue un rôle fondamental, elle détermine quand vous êtes âgé qu'on n'a plus le temps de travailler, quand vous êtes malade et qu'il n'est pas temps de travailler, quand vous avez des enfants et que vous avez le droit de vous retirer du marché du travail, voire d'autres circonstances. C'est un outil très puissant et très utile pour redistribuer le temps et les moyens financiers. Et ce temps, on va en avoir certainement besoin, pas seulement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour s'investir dans des tas de projets citoyens à la faveur de cette transition climatique. Je vais très très vite de vous parler de deux autres aspects sur lesquels je travaille. La gouvernance européenne, c'est simple. Quand on vient des politiques sociales, la question traditionnelle de la gouvernance européenne, c'est la nature de la relation entre les politiques économiques et sociales. Est-ce qu'elles se soutiennent mutuellement? Est-ce que c'est win-win? Est-ce que l'une doit dominer l'autre? Est-ce que le social est au service de l'économique? Est-ce que l'économique est au service du social? Voilà. L'Union européenne a clairement choisi, depuis une quinzaine d'années, elle a fait prévaloir les politiques économiques sur les politiques sociales. Ça, c'est l'objet de mes recherches, je peux le démontrer amplement, y compris sur les droits sociaux les plus fondamentaux. Donc ça, c'est réglé au niveau politique. Ça ne l'est pas au niveau scientifique, puisque les chercheurs, eux, continuent à voir comment est-ce qu'on pourrait mieux articuler les priorités économiques et sociales, et éventuellement même faire passer les priorités sociales avant les priorités économiques. Mais mes collègues qui travaillent sur les politiques sociales, au moment où on intègre l'enjeu environnemental, ils cherchent à mettre tout au même niveau, en fait, et à voir comment on pourrait articuler social, économique et environnemental sans qu'aucun enjeu ne supplante les autres. Dans le meilleur des cas, ça c'est les traits sociaux et très climatiques. Et ma conviction très très profonde est que on doit faire un changement paradigmatique dans notre manière de concevoir ces questions, et que l'enjeu environnemental doit surdéterminer et l'enjeu économique et l'enjeu social. Nous n'avons simplement pas le choix. Et ça change totalement notre manière aussi de gouverner les politiques européennes, en principe. Ça devrait. Sachant que l'Union européenne a des leviers très très importants qui sont les politiques agricoles, les transports, l'énergie. Enfin, elle dispose vraiment de leviers capitaux qu'on a tout à fait mal utilisés au lendemain de la guerre. Mais on l'a bien utilisé dans le paradigme qui était le nôtre de l'après-guerre, mais qu'aujourd'hui on pourrait utiliser ces mêmes leviers pour une transition. Voilà. Et je n'ai presque pas le temps de parler des études de genre, juste pour vous dire un petit mot, parce qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi ici sur la question, notamment des écoféministes. Mais personnellement, et venant d'où je venais, je ne suis arrivée aux écoféministes que très récemment, puisque j'étais vraiment de celles qui enseignaient la première vague de féminisme, la deuxième vague de féminisme, et en fait les écoféministes, elles étaient à côté de tout ça, et on pouvait tout à fait enseigner ces vagues de féminisme sans préoccuper, et que donc à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à ce courant-là, et j'ai pas le temps du tout de développer, mais je sais qu'on va en parler dans les prochaines séances, j'ai compris que ça donnait un outil intellectuel vraiment très pertinent et très intéressant pour réarticuler les enjeux dont je viens de parler et pour reconstruire un récit, en fait, qui est un enjeu fondamental pour tous ces chercheurs qui travaillent sur les politiques sociales. Ils sont dans un récit de l'histoire de la protection sociale qui doit être revisité avec de nouveaux éléments pour leur permettre de s'orienter vers de nouvelles manières de penser. Donc ça, je crois que c'est aussi un enjeu très important pour que ces disciplines et ces champs viennent en appui de la transition et non pas en résistance de la transition.
Et il me reste 2 minutes. Et j'en suis vraiment confuse. C'est vraiment tellement impoli de parler comme ça et de partir juste après. Ouais. Et pendant ces 2 minutes, vous pourriez nous en dire plus sur, plus concrètement, ce que l'écoféminisme apporte en termes de récits, justement, pour compléter les récits de... Oui, d'abord, il part du postulat de l'illimitisme, qui est justement un de ces impensés de la protection sociale née dans le modèle industriel. Et la protection sociale s'est mise au service de l'illimitisme, c'est-à-dire des ressources illimitées de la Terre et du fait qu'on peut reproduire à l'infini les êtres humains qui vont consommer et nourrir le modèle productiviste, en fait. Si vous regardez les modèles de sécurité sociale, c'est là-dessus que j'ai travaillé. D'une manière ou d'une autre, ils ont toujours accommodé, ils ont permis que cet âge de reproduction soit le fait des femmes, et en général, et sauf dans des développements très récents, en exploitant en fait leur rapport à cet âge. Et l'écoféminisme permet d'articuler la critique du modèle industriel, la critique de la domination, du modèle productiviste plutôt, la critique, qu'il soit capitaliste ou socialiste d'État, la critique de l'exploitation des femmes et la critique de l'exploitation des pays du Sud, enfin des pays colonisés, qui est aussi un très grand impensé en fait de ce modèle de protection sociale qui est né d'une richesse dont on ne parle jamais, dont on ne dit jamais l'origine en réalité. Et à partir du moment où on pense à un défi global, il est important de pouvoir renouer aussi ce lien avec les pays sur lesquels s'appuie notre richesse. Donc je pense que pour reconstruire ce récit, il faut pouvoir rassembler ces éléments. Et c'est un peu rapide. Merci. Il y a plein d'autres choses à dire. Ça, c'est le jeu des 10 minutes. Oui, je t'enverrai une note. Et je reste tout à fait à votre disposition en fait, pour reprendre cette discussion si vous l'estimez utile. On peut le faire dans le cadre d'une séance peut-être plus longue. Mais à vous de voir. Dans votre note, vous faites définir peut-être le concept d'écoféminisme. Ça, j'ai pas le temps. Mais ça, là, Yann, on a une spécialiste. La spécialiste Charlotte. Ah, ça, Charlotte, elle fera bien. Là, je suis propulsée spécialiste. Là. Vas-y, Charlotte, tu peux nous définir. Merci Pascal. C'est moi qui vous remercie. Je n'ai pas assez remercié vraiment les animateurs, les auteurs de séminaires pour cette excellente initiative qui est vraiment super importante et qui réconcilie avec le fait parfois de travailler dans la recherche scientifique. On fera appel à toi pour la suite. Sachant que Pascal est membre du comité scientifique du GRIS, donc elle ne nous échappera pas ça. Merci pour votre attention. Alors, je voulais bientôt, en fait, je vais rejoindre un grand spécialiste de la réconciliation de la protection sociale et dont j'étais qui s'appelle Éloi Laurent. Bon, tu feras un compte rendu alors. C'est une bonne cause. D'accord. Ouais. Et je ferai un petit compte rendu de mon exposé. Merci beaucoup, au revoir. Merci. Peut-être que la question de l'écoféminisme, tout à l'heure, on va passer à l'exposé suivant. Mais on en parlera en profondeur le 19 mars. Il y aura une séance sur genre et développement durable, écoféminisme, etc. Probablement qu'on réinvitera du coup Pascal Viel et on verra qui d'autre, mais pour approfondir cette question, puisque ce n'est pas vraiment l'objet aujourd'hui. Alors maintenant, nous allons passer avec Julie à une perspective anthropologique. Alors moi, je vous propose quelque chose d'une toute autre nature, parce que c'est pas tout à fait l'exercice comme je l'avais compris, qui m'avait été proposé en 2 phrases. Donc, c'est non, pas du tout, c'est une interprétation d'une toute autre nature, dans le sens où je ne vais pas rentrer dans les débats en lien avec mes thématiques de recherche. J'avais plutôt envie, de ce que j'avais compris, c'est repartir sur les fondements de ma discipline, sur l'épistémologie et comment, quelles sont les limites en fait qu'on peut rencontrer en travaillant en tant qu'anthropologue, voilà, et du coup aussi comment est-ce que justement penser ces liens d'à la fois interdisciplinaires, et moi j'ai envie aussi aller vers du transdisciplinaire en fait. Alors je vais partir du principe que vous confondez de l'anthropologie avec l'archéologie, que c'est voilà, et donc revenir sur des présupposés de base de notre épistémologie. Et je pense que peut-être, je ne prendrai pas 10 minutes, je pense, Nathalie, et ce sera peut-être l'occasion
céder la parole à mes 3 collègues anthropologues qui sont là, Séverine, Nicolas et Emmanuel. Donc notre travail, c'est par notre travail de récolte de données de terrain qu'on peut prétendre en tant qu'anthropologue faire science. Donc cette empirie est vraiment le gage de scientificité de notre discipline. Et pour ce faire, on a une méthodologie qui est propre. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'observation participante. Donc c'est l'idée par une imprégnation lente, dense, systématique, continue auprès de groupuscules qu'on peut vraiment monter en puissance, enfin, collecter des données empiriques et monter en puissance par après sur le plan théorique. Quand je parle d'observation lente, dense, etc., je ne parle pas de 2 journées ou d'un week-end, voilà, par-ci par-là, c'est vraiment une imprégnation de semaines, de mois, voire d'années, de groupuscules, de petites communautés ou de collectifs, comme les appellerait Philippe Descola ou Bruno Latour, si ça fait écho dans voilà, nos connaissances. Les groupuscules lointains ou proches, dont je vous parlais, j'ai travaillé avec des Mayamam au Guatemala, avec des Fuga aux Philippines, ou encore avec des limaculteurs ici dans le périurbain bruxellois. Alors, ce travail de terrain repose sur un pacte, ce qu'on appelle le pacte ethnographique, qui est celui de se dire le réel des autres existe indépendamment de l'anthropologue, même si c'est le témoignage du travail de terrain qui atteste l'existence de ces autres et du coup de la véracité de nos données. C'est un pacte qui est nécessaire. Pour que ce pacte soit nécessaire, il repose sur des interactions du chercheur avec ses enquêtés, bien sûr. Et donc c'est son seul témoignage qui va garantir la véracité. C'est un peu pour vous donner une idée, c'est cette fameuse distinction qu'on pourra faire entre une autobiographie ou un roman, entre la dimension fictionnelle qui n'est a priori pas une entrée de jeu dans notre travail ethnographique. Alors se peut se poser des questions sur, je vous le disais, c'est de travailler par imprégnation lente, continue auprès de groupuscules, mais comment, dans les limites de nos disciplines, c'est comment ne pas rester confiné à une échelle micro-locale. Comment monter à une échelle, comment la difficulté parfois de mener des dimensions comparatives, comment par ce travail rigoureux qui nécessite du temps long d'imprégnation et qui nous demande donc de travailler avec des pairs, avec nos collègues pour pouvoir entrer dans ces dimensions comparatives. Et ça induit aussi une éventuelle haute limite, mais à voir si c'en est une, qui est celle de, comme vous avez compris, ça nécessite une certaine implication sur le terrain, qui est indispensable pour saisir de l'intérieur les activités des gens, mais aussi leur vision du monde. Et du coup, se pose la question, devons-nous conserver une certaine forme de distance pour réaliser ces opérations d'abstraction que nous demande notre métier en tant que scientifique, académique. Et de là, il existe de nombreux exemples de conversions d'anthropologues qui se sont convertis sur le plan religieux. Vous avez peut-être déjà entendu de Carlos Casanella ou Jules Benetta-Rosette. Mais aussi conversion éventuelle vers un militantisme. Parce que par le fait d'assumer ce rôle de porte-parole, de voix, mais aussi de lieux qui parfois sont rarement écoutés, l'anthropologue endosse une sorte de charge particulière qui va se distinguer d'une posture, qui pour la caricaturer se destinerait uniquement à extraire des données sur le terrain. En tant qu'anthropologue, nous sommes pleinement conscients de la force d'une recherche ethnographique, dans le temps, dans le dévoilement de processus, éventuellement d'inégalités, et dans l'attribution de voix à nos informateurs, comme on les appelle sur le terrain. Donc un point crucial, c'est de convaincre d'autres chercheurs, éventuellement, de la force, la dimension percutante de notre travail ethnographique, mais aussi de pouvoir éventuellement rencontrer des décideurs politiques. Mais cette posture de dévoilement peut remettre en question de nouveau cette distinction poreuse, il me semble, entre le chercheur et parfois une posture plus militante qu'on peut avoir sur certains objets de recherche, comme ce fut le cas sur moi dans le cadre de mes recherches sur les questions d'adaptation au changement climatique auprès de populations dites vulnérables. Et donc, alors il y a des a priori épistémologiques à notre discipline, mais aussi vont se décliner, bien sûr, voilà, c'est mon histoire à moi qui me permet de vous relater cette épistémologie-là, mais qui sera peut-être complétée. Mais ce qui me semble important, c'est évidemment
de mentionner le fait que, comme dans toute discipline, mais il y a maintes sujets et thématiques possibles, tout comme en anthropologie, ben c'est un engagement dans nos recherches qui va aussi faire se décliner différentes articulations avec d'autres disciplines. Et dans ma trajectoire à moi, ayant travaillé sur les questions de transition agroécologique, et sur les questions de vulnérabilité et de résilience, entre autres, avec les systèmes agraires, ben depuis le début de mes recherches, il y a eu comme un impératif de recourir, de me documenter, de discuter avec des collègues d'autres disciplines, que ce soit des agronomes, des économistes, éventuellement des philosophes, des historiens ou climatologues. Mais j'ai recouru, tout en... Ma posture est qu'en se cantonnant des objectifs de recherche purement fondamentaux, sans remettre en question la noblesse non plus de ces objectifs de recherche fondamentale, mon point de vue que c'est impératif de s'associer à d'autres disciplines et de coproduire des connaissances ensemble, en fait, n'est pas un impératif. Il est possible juste de dialoguer, de discuter, etc., et d'en rester à cette forme. Voilà. Alors, dans mon parcours, j'ai eu comme une sorte de basculement, c'est un terme qui est cher chez nous en anthropologie, un basculement lorsque je me suis engagée dans des recherches transdisciplinaires, dans des programmes de recherche en co-création, tels qu'ils existent aujourd'hui à Bruxelles. Je pense que c'est à peu près les seuls aujourd'hui en communauté francophone, en communauté française. Et dans ce cadre-là, il n'était plus possible pour moi de produire de la connaissance pour de la connaissance. Les acteurs de terrain avec qui nous avons construit ces projets de recherche nous attendaient au tournant. Et du coup, là, ça avérait indispensable, impératif de fédérer nos connaissances disciplinaires pour répondre à ces fameux enjeux sociétaux et environnementaux. Pour moi, cette transdisciplinarité nous invite à franchir un pas plus loin que l'interdisciplinarité. Pour juste 3 minutes, très bien. Je vais juste reprendre en deux mots ce que j'entends par la recherche transdisciplinaire. Pour moi, qui est un courant qui vise à concilier l'expertise scientifique avec l'expertise extra-scientifique dans le processus de recherche. Et donc, qui vise à contribuer aux transformations sociétales par la production d'un savoir hybride, à la fois scientifique et socialement pertinent. Je pourrais digresser davantage sur la transdisciplinarité, mais peut-être s'il y a des questions qui viennent par après, je voudrais vous laisser la parole à vous trois aussi. Juste terminer sur l'idée que ce sont, pour travailler avec d'autres disciplines et avec des acteurs de terrain, pas seulement pour les consulter comme informateurs, mais vraiment les prendre comme partenaires de recherche, mais il faut du temps, il faut s'accorder du temps pour traduire nos modes de pensée, nos terminologies propres. Vous voyez déjà ce que c'est quand on fait de l'interdisciplinarité, je vous laisse deviner ce que c'est quand on fait du transdisciplinaire. Et c'est du temps qui ne peut, par exemple, pas être dédié à la course effrénée de publication. Et il faut, à mon sens, du temps, et c'est ce que vous nous invitez à faire ici, pour recréer des nouveaux modèles de rapport de production, de modèles de rapport et de production de savoir, et peut-être se mettre en deuil sur ces distinctions disciplinaires qui ont été héritées depuis le XIXe siècle, pas les distinctions, mais du moins la scission, et j'espère pouvoir laisser place à la créativité et à la prise de risque, en fait. Voilà, j'ai conscience que j'ai été assez peut-être flottante sur certaines dimensions, ce sera peut-être l'occasion de questions de revenir dessus, mais s'il me reste encore 2 minutes, je vous la... Une. Mais je ne sais pas si vous voulez vous compléter quelque chose. En 30 secondes chacune. Oui, enfin, si moi je peux dire que j'ai une formation d'anthropologue et je suis en études du développement. Et dans l'étude du développement, ces questions, en fait, c'est d'emblée prendre les questions de manière à partir de plusieurs disciplines, quand on explique comment sont réfléchies les théories du développement, les questions économiques derrière, les impacts, la manière dont elles sont transformées. Donc moi, ça m'a effectivement mis beaucoup plus dans le mélange des disciplines. Et en même temps, on est d'emblée sur l'étude du développement, c'est à la fois décrire les transformations et vers quoi d'emblée elles devraient aller, les conflits de point de vue. Donc, oui, je trouve que ça rejoint vraiment ce mélange de formes de savoir. Et oui, et le temps de prendre et l'importance de prendre en compte d'autres modèles de construction de savoir avec des acteurs et le temps qu'il faut pour le mettre en place, etc. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très, très, très important à défendre aussi. Voilà, je dirais. Moi, ce qui me parlait en tout cas, c'était que dans la construction d'une interdisciplinarité ou transdisciplinarité,
il y a la nécessité, de ce que je dis pour le moment, de comprendre un petit peu les sciences agronomiques, la biologie, et que ça, c'est vraiment le facteur temps. Pour entrer en dialogue avec quelqu'un, il ne suffit pas de mettre 3 disciplines dans la même pièce, il faut avoir des connaissances communes et des bases communes pour parler. C'est vraiment ça l'enjeu, je pense. Donc, et la création d'outils méthodologiques aussi, ça je peux peut-être prendre en pratique dans mes recherches, d'outils avec des urbanistes ou d'outils de recherche avec des agronomes ou des économistes, mais ça prend énormément de temps d'ajustement. Mais in fine, vous voulez quoi et vous voulez obtenir quoi comme données, et moi, et puis les acteurs qui viennent dire mais non, ça, pour nous c'est complètement déconnecté de notre réalité, de nos besoins dans cette recherche, hop, on recommence. Et donc il y a vraiment ces ajustements sont nécessaires de manière dynamique et constante. Moi, ma question elle était sur les limites de la discipline. Je ne veux pas aborder le côté indiscipliné nécessaire à la transdisciplinarité. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt en lien avec le début de ton propos, Julie, c'est cette question sur, une fois que notre ethnographie est écrite, que l'on fait part des différentes observations et interprétations liées aux pratiques de terrain, comment faire sortir de l'anonymat ces pratiques et ces connaissances locales qui bien souvent proposent des solutions qui sont balayées pour manque de sérieux ou parce qu'elles sont méconnues, minimisées par rapport à des normes hégémoniques et souvent occidentalocentrées. Et comment on permet de rendre visible, de faire participer à la recréation d'un beau grand récit non anthropocentrique ces différentes voies que l'on peut saisir dans les pratiques autres, mais l'autre n'étant pas nécessairement à l'autre bout du monde, comme Charlotte le disait tout à l'heure, peut être un voisin. Et ce, sans basculer vers une anthropologie du folklore aussi, parce que c'est ça la difficulté. Oui. Merci. Merci. On va passer maintenant à une toute autre perspective. Je fais... Là, on monte dans le haut de la ville, là. Rebonjour à tous. En tant que chercheur en sciences naturelles, j'ai préparé des slides avec des petits graphes. Je m'excuse auparavant. Voilà, ça fait partie de la diversité quand on vise l'interdisciplinarité. En 2 mots, donc je suis chercheur en écologie. En deux mots, l'écologie, et sans entrer dans les détails, c'est quoi? C'est une discipline qui s'intéresse aux relations entre les organismes vivants d'une même espèce ou d'espèces différentes, et les relations entre ces organismes et leur milieu environnant physique, donc non vivant. Donc c'est la relation entre les êtres vivants et entre les êtres vivants et l'environnement non vivant. Ça saute tout seul. Alors c'est une discipline qui a vraiment shifté ces dernières décennies d'une approche très descriptive à une approche prédictive. Donc on utilise ces relations qui existent entre les organismes et l'environnement pour prédire ce qui va se passer dans le futur. Et donc toute une partie des écologistes, là j'entre dans les détails dans une partie des recherches en écologie, je ne veux pas dire que ce que je vais discuter ici reflète l'entièreté des recherches qui sont faites en écologie, mais une bonne partie des écologistes maintenant s'intéressent à développer ce qu'on appelle des scénarios de biodiversité, pour avoir une vision vers l'avenir. Ces scénarios tentent d'explorer les changements auxquels on peut s'attendre en termes de biodiversité ou de services rendus par les écosystèmes aux populations humaines, changements en fonction de décisions qui vont être prises, décisions politiques pour guider le futur développement socio-économique. D'accord ? Et donc en 2 mots, schématiquement,
on part du principe que ce développement socio-économique induit des changements environnementaux, pas le changement climatique, mais il n'y a pas que ça, comme je vais vous le dire. Et ces changements de l'environnement vont avoir un impact sur la biodiversité, sur la nature, sur les écosystèmes. Et donc ces scénarios de biodiversité essayent d'anticiper, de prédire quels vont être les changements auxquels on peut s'attendre en termes de biodiversité en fonction de différentes possibilités pour guider le développement socio-économique futur. Alors, comme la transition écologique peut être perçue comme une des options de développement futur, développement socio-économique futur, eh bien, ces outils peuvent être utilisés, peuvent être intéressants pour prédire les conséquences de la transition écologique pour la biodiversité. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Il existe une panoplie d'approches conceptuellement différentes les unes des autres. Et tous ces outils, toutes ces approches ont été synthétisées dans un rapport récent, qui est en fait un des premiers rapports de la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. Certains d'entre vous sans doute connaissent cette plateforme. C'est une plateforme internationale qui regroupe 130 États membres des Nations Unies, qui est, si vous voulez, à la biodiversité ce que le GIEC est au climat. On peut entrer dans le débat de comparer ces deux plateformes intergouvernementales. Et donc, elle est très récente, elle est née en 2012, donc ça fait 7-8 ans. Et un des premiers rapports, donc comme le GIEC, comme l'IPCC, c'est une plateforme qui fonctionne par rapport d'évaluation, qui tente de synthétiser l'état des connaissances scientifiques relatives à la biodiversité et aux services écosystémiques. Et un des premiers rapports d'évaluation de cette plateforme a été de synthétiser l'état des connaissances relatives aux modèles et aux scénarios utilisés dans le domaine de la biodiversité et des services écosystémiques. Alors, il faut savoir que la biodiversité est affectée négativement par de nombreux facteurs. On parle beaucoup du changement climatique actuellement. Ici, des rapports mondiaux qui montrent l'importance relative de différents facteurs pour la biodiversité. Ça, ce sont des facteurs importants pour les populations de vertébrés à l'échelle globale. Et on voit très bien qu'il y a certains facteurs qui sont très importants, qui ont un impact très négatif, et d'autres qui le sont moins. Ça, de nouveau, c'est un rapport qui a été produit par la plateforme IPBES il y a très récemment, en mai. Sans doute que certains d'entre vous ont entendu parler du million d'espèces animales et végétales menacées d'extinction dans le monde. Ça a été fort médiatisé. Donc j'ai participé à ce rapport-là. Et dans le cadre de ma participation, on a réalisé une méta-analyse de la littérature scientifique pour essayer d'évaluer l'importance, l'impact relatif des différentes menaces qui pèsent sur la biodiversité. C'est la partie centrale de cette figure qui est consultable sur le site de l'IPBES, tout est public, et qui montre qu'il y a certains facteurs comme l'exploitation directe des ressources naturelles ou les changements d'occupation du sol, la destruction des habitats naturels, qui sont des facteurs prépondérants qui menacent la biodiversité. Alors, quand on s'intéresse aux recherches qui sont menées en écologie, on remarque qu'en fait, la proportion relative des différentes recherches, des différentes études qui sortent, qui sont publiées, ne suit pas, en fait, je reviens à la slide précédente, ne suit pas l'ordre d'importance, le degré relatif d'importance de ces différentes menaces, de ces différentes causes de déclin. Et on remarque qu'en fait, le changement climatique préoccupe davantage des chercheurs en écologie que d'autres causes beaucoup plus importantes, comme la surexploitation des ressources naturelles, qui est une des causes de déclin de la biodiversité les plus importantes. D'accord ? Et cette différence, ce mismatch entre l'importance relative des différentes menaces et les efforts de recherche qui sont réalisés, augmente au cours du temps. Alors ça, c'est si on s'intéresse uniquement aux efforts de recherche, au nombre d'études qui sortent dans la littérature scientifique,
concerne les scénarios de biodiversité, on remarque en fait qu'il y a une explosion du nombre d'études qui s'intéressent à l'impact futur des changements climatiques sur la biodiversité, mais cela au détriment d'autres facteurs qui sont actuellement en tout cas, et sans doute encore pour quelques décennies dans le futur, les facteurs prépondérants avant le changement climatique. Et donc pour revenir à ce qui nous préoccupe ici, la transition écologique, les conséquences de la transition écologique sur la biodiversité, actuellement, avec les outils que les écologistes développent et utilisent, les conséquences ne peuvent être que partiellement évaluées. Donc, les conséquences futures de la transition écologique ne peuvent être que partiellement évaluées, puisqu'il y a toute une série de facettes de la transition écologique dont on ne mesure pas encore réellement les conséquences futures. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en fait, le GIEC, donc l'IPCC, a fait d'énormes efforts de médiatisation depuis des décennies et de mise à disposition des données de ces simulations climatiques, etc. La création de rapports d'évaluation qui utilisent ces simulations, ces projections climatiques. Et ce sont quelques étapes clés dans le développement de l'IPCC. Et on voit qu'en fait, ça a eu un impact. Ça a boosté en fait la communauté des chercheurs en écologie pour évaluer les impacts du changement climatique sur la biodiversité. Et donc je vous disais, cette plateforme IPBES, qui est un peu une plateforme sœur de l'IPCC, a été établie beaucoup plus récemment. Et donc il y a beaucoup d'attentes de la part des chercheurs en écologie pour redresser les courbes qui sont au ras des pâquerettes. Et donc évaluer l'impact futur des autres facteurs importants qui menacent la biodiversité. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 1 minute. 1 minute, je vais m'arrêter sur ce. Donc ça, c'est un petit schéma qui représente le cadre conceptuel d'analyse de cette plateforme IPBES. Et donc un des buts principaux de la plateforme, c'est de reconnecter la nature avec la société humaine. Et donc de vraiment refaire prendre conscience du rôle de la nature pour le bien-être des populations humaines, au travers des services que la nature, qu'on appelle maintenant plus services écosystémiques, mais qu'on a plutôt tendance maintenant à appeler des contributions de la nature aux populations humaines. Donc le but de cette plateforme, c'est vraiment de connecter la nature au bien-être des populations humaines. Et donc il y a un effort énorme qui est fait actuellement, depuis l'établissement de cette plateforme, pour embarquer à bord des scientifiques d'autres disciplines que les sciences naturelles. Donc essentiellement des scientifiques des sciences humaines. Je ne dis pas que ça marche encore tout à fait bien, mais il y a vraiment un effort énorme qui est fait pour le moment. Et également, parce qu'on parlait de transdisciplinarité, il y a un effort énorme qui est fait ces dernières années pour inclure les connaissances locales liées aux populations indigènes, qui ont des perspectives complètement différentes sur comment fonctionne la nature, l'importance de la nature pour leurs activités quotidiennes et de l'impact et des menaces qui pèsent sur la nature telles qu'eux l'aperçoivent. Voilà, et juste pour terminer là-dessus, donc cette plateforme IPBES a en fait catalysé un changement complet de paradigme pour la construction des scénarios en biodiversité, à la place de considérer la biodiversité comme le déclin de la biodiversité comme une fatalité issue du développement socio-économique. Le but de ce changement de paradigme est en fait de replacer le pilier environnemental qui manquait, comme Pascal l'a dit, au centre des préoccupations et de définir quels sont les états qu'on désire voir dans le futur pour la nature. Donc on repart du pilier environnemental, on définit des cibles à atteindre dans le futur et on essaye de trouver des chemins socio-économiques en fonction des deux autres piliers, des chemins socio-économiques qui nous permettraient d'atteindre ces cibles qu'on s'est fixées auparavant. Donc c'est un changement complet de vision et qui fait appel évidemment à des approches participatives
pour mettre autour de la table des experts de différentes disciplines et au-delà des disciplines scientifiques. Voilà. Merci. Oui, j'en profite pour donc d'abord excuser ma collègue Caroline Lieberding qui n'a pas pu venir parce qu'elle devait donner cours pour le moment. Caroline, dans une semaine, donc le 24, la deuxième journée des 24 heures vélo, organise une conférence ici à la Neuve, au Socrate 11, un grand auditoire Socrate, sur les facteurs de déclin de la biodiversité, la crise climatique par rapport à la crise écologique, etc. Donc c'est une conférence de toute une journée, le jeudi 24 octobre, la semaine prochaine, si ça vous intéresse. On parlera de ce genre de considérations. Il faut s'inscrire, la date limite c'est aujourd'hui, mais c'est gratuit. C'est vrai, c'est vrai. Oui, pour pouvoir entrer et passer la sécurité, il faut s'inscrire absolument. Merci. On laisse les questions. On peut poser une question, Nathalie? C'est pas le moment. C'est Charlotte qui décide. Hein. On avait Oui, c'est l'idée facile. d'enchaîner les petits exposés et après, voilà, de plutôt se fondre du débat. Mais tu peux noter ta question. Tu verras. Véronique, c'est parti. Alors, Ben. C'est dommage parce qu'elle nous proposait de très belles choses. Mais elle est partie pour de bon. Remplir ses mots. Ah, Enfin, j'espère. Ben, est-ce que tu veux parler Ben non, c'est parfait, c'est Oui. possible. Et je peux rester ici, peut-être? Oui. Je n'ai pas de PowerPoint. Ben bon, donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Ben Lebrun. Je suis un collègue nouveau depuis septembre. Et je travaille à FIAL. Et comme Véronique, je suis un spécialiste de la littérature anglaise. Et depuis 2008, je travaille surtout dans le sous-champ de la littérature qu'on appelle eco-criticism. Et en fait, je donne un cours maintenant pour les étudiants en littérature qui s'appelle Contemporary Eco-Fiction. Quelque chose de très différent. Mais donc, je travaille dans le sous-champ eco-criticism, mais j'ai fait un post-doc à la KU Leuven et après, j'ai travaillé pendant 5 ans à l'université de Maastricht. Peut-être certains parmi vous connaissent qu'il y a une tradition très forte là-bas dans le domaine de STS, Science and Technology Studies. Et bon, je pense que ça m'a poussé un tout petit peu d'élargir mon horizon vers ce qu'on appelle les Environmental Humanities. Je suis fasciné depuis quelques années, par exemple, par un sous-champ de l'anthropologie, en fait, qu'on appelle multi-species ethnography. Des gens comme Eduardo Kohn, Anna Tsing, Tom Van Dorn, etc. Et donc c'est un peu élargi. Et dans mes propres recherches, je veux montrer comment des romans, des récits, des discours, etc., contemporains, essaient d'aborder des questions liées à la biodiversité, en fait, mais aussi le changement climatique, la nourriture, etc. En fait, je crois que si nous vivons dans des imagined communities, comme a dit Benedict Anderson, nous habitons aussi dans des imagined ecologies. C'est lié à la présentation précédente. Pour donner un exemple plus concret, j'ai publié une série d'articles sur ce qu'on appelle cli-fi. Vous le connaissez peut-être, cli-fi. Ce n'est pas science fiction, sci-fi, mais climate fiction, cli-fi. Et l'argument principal de cette série d'articles est que c'est vraiment nécessaire de quitter, d'abandonner cette catégorie étroite et aller au-delà de cli-fi, beyond cli-fi. Mais il faut aussi que je réponde, évidemment, à cette question sur les limites et la contribution de ma discipline. En ce qui concerne les limites, elles sont vraiment claires, je pense.
le monde perçoit, j'ai l'impression, notre discipline soit comme quelque chose du passé. La littérature, c'est Shakespeare, ce n'est pas le changement climatique, Victor Hugo, etc. Donc, soit comme quelque chose du passé, soit comme de la fantaisie, quelque chose strictement fictionnel, textuel, etc. Et donc, ce n'est pas un partenaire important dans le débat social. C'est une vraie limitation, un défi, je pense, pour la littérature. Néanmoins, je pense aussi que la littérature et la critique littéraire peuvent faire une contribution assez importante. D'une part, le changement climatique, la biodiversité, etc. Je pense que ce ne sont pas seulement des questions technoscientifiques et que les solutions aussi présupposent un changement culturel. Donc la question devient comment pouvons-nous raconter et décrire ces développements dans une façon responsable. Je pense ici aussi aux questions de langue. Quelle est la différence entre global warming, global heating? Il y a un débat là-dessus. Est-il nécessaire de développer des néologismes? Il y a des psychologues et des philosophes qui ont développé ces termes, vous le connaissez, solastalgie, etc. Autrement dit, il y a une contribution ici qui est liée au science communication, advocacy, des choses comme ça. Donc, d'une part, la communication, mais d'autre part, je pense que la littérature n'est pas simplement de la communication. Pour cette raison, je pense aussi que la littérature et la lecture, évidemment, peuvent nous confronter dans une façon vicaire, je ne sais pas, on dit ça en français, vicaire, vicarious, subsidiaire, bon, quasi physiquement, je ne sais pas comment. Par personne interposée. Par quelque chose comme ça. Donc, ils peuvent nous confronter avec des perspectives vraiment incompatibles, avec des choix vraiment difficiles, des impasses, comme dans la première présentation, et de montrer que ces questions sont et restent difficiles à résoudre, et que, bon, je pense que la littérature peut nous confronter avec ces ambiguïtés dans une façon éclairante, et révélatrice, en fait. Pardon. Je ne sais pas combien de minutes ça était, mais... Encore deux. Encore deux. Je parlais très rapidement. Ouais, on n'est pas obligé de les... Non, on n'est pas obligé de les... Vous avez terminé. C'est tout à fait. Merci. Merci. Alors, Véronique, si tu veux dire Peut-être on peut voir le petit. Je vais commencer par une petite histoire. L'histoire d'une bande dessinée qui s'appelle Here. Ici, c'est l'histoire visuelle d'un salon. Un salon américain assez banal, mais où s'inscrivent et se révèlent des temporalités qui évoquent des histoires, des modes, des réactions, des changements. Si le salon comporte une fenêtre, la double page ouvre comme sur un ordinateur d'autres fenêtres qui permettent de croiser les temporalités. Vieux, jeunes, enfants y jouent, y dansent, y vivent et y meurent. Dans les profondeurs temporelles de ce lieu, des Amérindiens ont fait l'amour, des ouvriers ont reconstruit la maison brûlée, une femme à talons y circule à pas assertifs. Dans le même espace confiné, des expériences humaines diverses et similaires se font écho. L'espace se gonfle de temporalité et le lieu de l'habitation redevient nature, ciel, plaine. L'ouvrage de McGuire nous rappelle nos limites spatio-temporelles. Nous habitons un lieu, un temps culturel. Mais soudain, l'eau rentre par la fenêtre. L'illusion de la permanence est rompue et le changement climatique pénètre l'image. L'espace domestique, l'espace intime. Voilà donc un nouveau récit. Je vous invite à venir analyser avec nous lors de la session d'éco-narratologie, parce qu'il est très prenant et très subtil pour rendre compte de en fait quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre langage, qui dépasse notre espace et notre temporalité, puisque c'est quelque chose que nous ne connaîtrons sans doute jamais, mais que nous pouvons
brièvement par la fenêtre imaginaire. Voilà, moi, juste pour enchaîner, je viens des Post-Colonial Studies, qui au départ paraissent assez éloignés de la question de la transition, et pourtant, de plus en plus, on ne parle plus toujours d'anthropocène, mais de capitalocène ou de colonialocène. Et je m'attache pour l'instant sous des bandes dessinées qui parlent du passé colonial belge, et je me rends compte qu'il y a là toute une histoire d'extraction de sol, d'exploitation, qui fait écho à tout ce qui se passe aujourd'hui. J'ai été amenée à considérer même de la photographie, belgo-congolaise de Sami Balochi par exemple, et de lire Pitron par exemple sur la face cachée de la transition, ou Robbers de l'USG sur toutes les micropolitiques du bassin minier du Congo. Donc voilà, la littérature, comme je voulais commencer cet exposé, c'est l'humain et c'est constamment en interaction avec d'autres disciplines. L'histoire, l'anthropologie, la sociologie, on est tout le temps en recherche de dialogue. Cependant, une petite remarque, c'est que, par exemple, en Post-Colonial Studies, des personnes comme Homi Bhabha, comme Edouard Saïd, ont commencé par la littérature, mais on oublie qu'ils ont commencé par la littérature. Donc souvent, la littérature, après, elle est un petit peu mise de côté. Et donc, je crois qu'elle a pourtant énormément à dire sur les techniques à utiliser, l'humour à utiliser pour aborder des questions qui sont aussi compliquées que l'écologie. Donc voilà, moi c'est aussi un appel que je voulais lancer à plus de dialogue entre disciplines, parce que la littérature c'est pas qu'une illustration, c'est aussi comment redéfinir notre propre humanité par l'humour. Je pense par exemple à Atwood qui a inventé une espèce durable dans Oryx and Crake. Les Crakers, ils mangent leurs excréments, ils mangent les végétaux, ils meurent à 30 ans, paf, ils s'éteignent, quand ils doivent se reproduire, ils s'allument, enfin bon. Mais c'est un humour exagéré, mais qui fait évidemment repenser notre... Est-ce qu'on est une espèce durable ou pas, et quels sont les comportements que nous avons, parce qu'on pense souvent à la... comment dirais-je, à tout ce qui est connaissance, mais pas toujours à l'éthique et au comportement qui, en fait, n'ont pas changé depuis peut-être des milliers d'années. Depuis l'année des utopies, j'ai changé un de mes cours que j'ai, sous l'impulsion de Philippe Van Parijs, j'ai transformé en genre et développement durable dans les dystopies et les utopies, et c'est devenu un cours vraiment de discussion, de crise écologique, mais aussi qui implique la politique, la collectivité, beaucoup d'autres thèmes qui font de cette transition quelque chose de très très vaste. On discute d'une utopie qui s'appelle Ecotopia, par exemple, si vous connaissez, d'urbanisme, par exemple, ça c'est quelque chose qui revient pas mal dans les utopies, de Herland, de Island, de Huxley. Donc il y a là toute une panoplie de textes qui amènent les étudiants à se sentir concernés. Je ne sais pas si vous avez écouté récemment Elie de Sutter qui prépare un documentaire sur les freins psychosociaux qui nous empêchent de changer. Et bien, c'est vraiment cette question du lien avec l'émotion. Je crois que la littérature a un rôle énorme à jouer. Et je le sens en tout cas dans cet auditoire avec ces étudiants. Je travaille de plus en plus avec la bande dessinée parce que c'est vraiment quelque chose que les étudiants, voilà, cette polyphonie déjà du texte-image, mais aussi polysensorialité, parce que ça touche à l'odorat, ça touche au corps, ça touche aux touches. Les couleurs permettent, je sens que les étudiants s'y retrouvent assez bien. Et ben voilà, des choses qui m'interpellent, c'est on revient vers des personnages de la femme préhistorique, par exemple. Qu'est-ce que la femme préhistorique, en tant que figure qui revient dans les bandes dessinées, nous dit de notre société de dopamine, la société qui veut toujours plus de challenge, alors que là on revient à des personnages qui s'investissent dans une écologie du quotidien,
d'autres formes de travail, etc. Et je crois qu'il y a beaucoup à trouver aussi comme alternative dans les textes fictionnels. Merci. Merci beaucoup. Alors, Michel Crucifix, membre du comité organisateur, me demande de l'excuser parce qu'il est à l'étranger et il va nous parler, si ça marche. Il a fait une petite vidéo, vous allez voir. Non, ça marche pas. Comme ça, alors, tout à l'heure j'ai réussi. Hein. Ça marchait, je suis témoin. Oui. Alors, voilà, je suis physicien à la base, j'ai été formé à Namur. Alors Nathalie se souvient peut-être qu'elle m'a donné cours de philosophie il y a quelques années. Et je suis devenu climatologue, notamment en réalisant une thèse de doctorat ici à l'UC Louvain il y a quelques années. Et puis en travaillant pendant 4 ans au Met Office, le Centre météorologique britannique, et plus particulièrement dans leur branche qui s'appelle le Hades Center et qui est mandaté pour étudier les changements climatiques passés et bien sûr futurs. Voilà. J'ai gardé une spécialité de paléoclimatologue, donc je me suis beaucoup étudié les questions relativement théoriques sur les causes des âges glaciaires et interglaciaires, mais évidemment, comme vous tous, je me sens concerné, bien entendu, par les changements climatiques présents. Et puis, c'est également quelque chose que j'étudie d'un point de vue strictement académique. Alors, comment la multidisciplinarité intervient? Il faut d'abord comprendre que dès qu'on tente de définir la climatologie, on est déjà face à un problème. Qu'est-ce que c'est qu'un climatologue aujourd'hui? Historiquement, la climatologie est quelque chose qui apparaît peut-être comme une sous-discipline d'autres disciplines. Si on retourne au début du XXe siècle, les climats, d'ailleurs ceux que vous avez peut-être appris à l'école primaire, on vous parle des climats tempérés, des climats tropicaux, finalement ça apparaît comme une branche de la géographie, vous les avez probablement enseignés au cours de géographie. Et puis en même temps, la climatologie moderne, dans un centre comme le Hades Center dans lequel j'ai travaillé pendant quelques années, c'est quelque chose qui est étudié par des physiciens, et donc on présente alors la climatologie presque comme une sous-discipline de la météorologie. On étudie la dynamique de l'océan, de l'atmosphère, on les étudie pour prévoir le temps qu'il fait, mais ma foi, on peut également les étudier pour prévoir l'évolution du climat. Donc, voilà, la climatologie comme discipline, déjà, c'est difficile à définir. Le climat comme discipline, comme objet d'étude, pardon, c'est pas si simple non plus. L'Organisation météorologique mondiale, finalement, définit le climat comme étant une moyenne statistique, le temps qu'il fait en moyenne, sur 30 ans. Et puis l'Organisation météorologique mondiale, la même, définit également ce que c'est que le système climatique. Et elle le définit comme étant un agglomérat de composantes. L'atmosphère, les océans, la végétation, la biosphère, dit-on. Et c'est quelque chose qui, en principe, se modélise. Alors on retrouve le physicien aime bien modéliser les choses, il aime bien finalement avoir un objet d'étude, et en étudier les interactions, les forces, les différents... On utilise toute une ontologie qui est à sa disposition, les forces, masse, flux, tout ce qu'on veut, c'est comme ça qu'on modélise le système climatique. Mais climatologue, c'est quand même peut-être pas un physicien tout à fait comme les autres. Si c'est un physicien, en tout cas, c'est pas un physicien comme les autres, parce que l'objet qu'il étudie, évidemment, est extrêmement surveillé, et les conclusions qu'il va tirer concernent évidemment beaucoup de monde. On peut en parler avec n'importe quel collègue. Lorsque je me présente pour donner une conférence grand public, je ne peux pas me contenter de parler de la physique de l'atmosphère, de toutes ces choses qu'on maîtrise plus ou moins bien. Je vais immédiatement être saisi de questions qui concernent finalement l'avenir du monde. Que devons-nous faire? Donc il y a des questions morales aussi. Comment va évoluer la société? C'est des questions quand même extrêmement complexes. Quel avenir pour notre production énergétique? Donc on touche immédiatement à de nombreux domaines. Donc la multidisciplinarité, elle s'impose de deux façons. Elle s'impose du fait qu'on étudie le système climatique, ça veut dire que notre objet d'étude
a des implications qui rayonnent très largement sur tous les domaines de la société. Et puis quand bien même on n'aurait pas ça, notre objet d'étude lui-même nous fournit quand même des défis épistémologiques très importants. Il n'est pas courant pour un physicien de devoir finalement aborder d'emblée autant d'interactions diverses. Tant qu'on parle d'atmosphère, d'océan, de glace de mer, ma foi, on se réfugie encore des équations relativement connues de dynamique des matériaux, mais dès qu'on s'intéresse à la biologie du système climatique, à l'interaction entre les forêts et l'atmosphère, la façon dont les cycles biogéochimiques fonctionnent, la façon dont tous ces matériaux sont recyclés, on est face à des questions qui dépassent largement ceux pour lesquels on a été formé. Moi d'ailleurs, un de mes objets d'étude, c'est de se poser la question, c'est de me poser la question de savoir dans quelle mesure on peut considérer que la Terre, prise dans son ensemble, a certaines propriétés d'un organisme vivant. Donc, dès qu'on veut se poser cette question-là, eh bien, on se trouve en proie à des ontologies différentes de celles que le physicien a l'habitude d'aborder. On se pose des questions biologistes finalement, et on touche même à une question combien piégeuse, qu'est-ce que la vie? Donc, le GRIS, c'est un groupe de recherche interdisciplinaire sur la crise écologique. Donc il va falloir définir l'écologie, dans un sens peut-être plus large que ce que les écologues le définissent eux-mêmes. Il va falloir définir le mot crise, qui lui aussi, finalement, est assez piégeux, parce qu'on peut définir la crise de beaucoup de façons différentes. Alors, multidisciplinaire, transdisciplinaire, finalement, nous allons tous être au défi de s'échanger des termes de vocabulaire qu'on ne maîtrise pas toujours très bien. On va peut-être même inventer des nouveaux mots, qui sait. Ça va nous demander, finalement, pour faire de la multidisciplinarité, il faut beaucoup de disciplines. Il va falloir être fortement à l'écoute de ce que les uns et les autres ont à dire et accepter aussi peut-être une certaine imprécision dans certaines affirmations ou dans certains concepts qui vont être formulés. Et l'imprécision, parfois, ça a une valeur heuristique, ça nous donne à penser. J'étais un peu triste de ne pas être avec vous cet après-midi, mais quoi qu'il en soit, je me réjouis fortement de tous les échanges qui vont avoir lieu, et j'attends beaucoup de pouvoir vous voir en chair et en os dès la prochaine séance. À bientôt. Françoise, je suis désolée, on ne laisse pas du tout de temps entre les deux, je crois qu'on n'a plus le temps. Non, on y va. On va enchaîner, si tu veux bien, Françoise, avec le point de vue. Tiens, c'est bien. Tu as un câble? Oui. Tu prends mon câble? Attends, quel problème? Ah oui, je te donne ça. Bonjour et merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs de ce séminaire qui vraiment est très intéressant pour moi, comme je vais essayer de vous montrer. Alors, donc moi je vais parler pour la sociologie sous le contrôle du sociologue qui sont ici. Et pour vous expliquer que dans les branches traditionnelles de la sociologie, c'est-à-dire depuis la deuxième moitié du 19e siècle, voilà les domaines sur lesquels les sociologues se sont intéressés, la ville, les campagnes, la religion, la famille, l'enseignement, etc.
encadrer nos enseignements, nos centres de recherche, et reste relativement peu perméable à la dimension environnementale. En Allemagne, par exemple, à Leipzig, il y a une personne qui travaille beaucoup en ayant des paradigmes de sociologie des organisations, donc comment est-ce que dans une entreprise on s'arrange pour déléguer les différentes fonctions, pour s'organiser, etc. Elle applique ça à l'IBES et dont on vient de parler, et au GIEC, dont on parlait les deux d'ailleurs. Donc c'est fort intéressant d'avoir ce regard sociologique avec les traditions sociologiques en la matière d'organisation du travail. Mais elle est, à ma connaissance, une des seules à faire ce genre de questions, de recherche. Alors, des branches plus récentes de la sociologie depuis dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'est la sociologie de la consommation, la sociologie des sciences et des techniques, notamment Maastricht dont on a parlé, la sociologie de l'environnement, dont la sociologie de l'énergie, dans laquelle je me situe et dont je vais parler un peu plus par la suite. Avec, pour ceux qui ne connaissent pas bien la sociologie, toujours un ancrage théorique qui nous vient souvent des philosophes et très souvent un ancrage ou des philosophes ou des autres sociologues précédents et souvent donc un ancrage empirique qui est soit quantitatif, donc des enquêtes d'opinion par exemple, sur lesquelles on fait des statistiques, soit qualitatif, des entretiens, personnes seules, couples, groupes, villages, etc. Alors la sociologie de l'environnement est née en partie de la sociologie rurale, peu de la sociologie urbaine, puisque rapidement la gestion du trafic, par exemple, a été confiée ou délaissée par les sociologues au profit des ingénieurs et des traffic studies. Et donc la sociologie de l'environnement a de multiples sujets d'intérêt, depuis les mouvements socio-écologistes jusque les usages de l'énergie, jusque l'éducation à l'environnement, mais souvent, dans ces différents champs, les sociologues se placent un peu en opposition en disant, voilà, d'habitude, le domaine de la mobilité, par exemple, est confié à des ingénieurs, comme je disais, les traffic studies. Le domaine agricole est confié aux agronomes. Le domaine de l'énergie est confié aux ingénieurs. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? D'abord, montrer la diversité en sociologie de l'énergie, des usages de l'énergie. Par exemple, une enquête empirique faite auprès de personnes qui avaient une consommation d'électricité importante, beaucoup plus importante que la moyenne dans des ménages qui habitent le même type de logement, la même composition de ménage, des enfants du même âge, etc. On a remarqué, en observant des ménages de militaires donc, qui vivent dans des maisons toutes les mêmes, que la consommation d'électricité variait du simple au triple. Alors que on sait que si le logement était le même, la composition de la famille était la
biodiversité allait être grosso modo la même. Mais non, pas du tout. Et donc ça, c'est déjà dans les années 80 que ça a été montré aux États-Unis. Mais ça a mis beaucoup de temps pour percoler, tellement ce domaine de l'énergie était pas pensé en fonction des usagers de l'énergie. Et donc la diversité des usages de l'énergie, ben, par exemple dans une enquête qualitative auprès de gens au Danemark, auprès de gens qui avaient une consommation élevée d'électricité, on s'est rendu compte que cette consommation, en ayant mis des compteurs sur les appareils, que cette consommation venait principalement du sèche-linge. Et pourquoi? Parce que c'était une famille avec 2, 3, je ne sais plus, ados qui faisaient beaucoup de sport, les parents aussi. La maison, l'appartement, je ne sais plus, était fort petit. Et donc, le sèche-linge servait de placard, si vous voulez. Il y avait tous les jours au moins 1 ou 2 membres de la famille qui faisaient du sport, qui prenaient sa douche au sport, et puis qui revenaient, et ne sachant pas où mettre sa serviette, hop, on la mettait dans la séchoir, on faisait tourner le séchoir, tous les jours, comme ça, donc une grosse consommation d'énergie. Donc, cette diversité des usages a été montrée de façon multiples. On a aussi montré par de multiples illustrations. Bon, des multiples illustrations du paradoxe de Jevons, donc l'effet de rebond. Je passe ou j'explique. Ce sont des économistes qui ont montré, par exemple, dire que de gros efforts en politique énergétique pour, notamment dans la lutte contre les changements climatiques, etc., ont été de renforcer l'efficacité des appareils ou des voitures, et donc avec moins d'essence, on fait plus de kilomètres. Mais voilà, les distances entre le logement et le lieu de travail augmentent, les distances pour les loisirs sont de plus en plus grandes aussi. Donc au total, on consomme beaucoup plus d'essence dans une période donnée pour une population donnée que si on n'avait pas des voitures aussi, des moteurs aussi efficaces. Donc, cette importance des usages. François, ce serait bien de clôturer là parce que oui. On est vraiment très très serré sur le timing. Donc, eh bien, qu'est-ce que je veux dire? Discipline. Vers quelle autre discipline faudrait-il aller en tant que sociologue? En fait, tout notre modèle théorique principal, c'est les théories des pratiques. Et donc, l'unité d'analyse, ça va être la pratique, beaucoup plus, par exemple, faire sécher son linge ou se déplacer en voiture. Et chaque pratique dans ce modèle théorique est soutenue par des routines, des habitudes, aussi bien mentales, cognitives que physiques, des connaissances, comme ça vous avez des définitions, des connaissances, des compréhensions, quoi dire et quoi faire, comment est-ce qu'on fait pour se déplacer, des procédures, quelles sont les règles institutionnalisées, donc là c'est l'apport des juristes, et aussi, et très important, les arrangements matériels. Et donc là c'est tout le dialogue avec les ingénieurs, pour parler d'isolation par exemple, il faut connaître les matériaux qui sont utilisés, les procédures, etc. Merci beaucoup. Les architectes, merci beaucoup Françoise. Bon, on aura évidemment l'occasion d'y revenir. C'est un peu frustrant pour tout le monde cet exercice, mais en même temps je pense que c'est intéressant. J'ai besoin de Pierre-Emmanuel, et je pensais terminer avec le monogramme. Bon là, tu ne veux pas. On est un peu serré sur le timing, donc il va falloir peut-être faire 8 minutes. Désolé pour les 2 derniers, mais on est tombé dans un trou spatio-temporel.
que c'est Pierre-Emmanuel Capras. Ah mais oui, c'est pour ça que j'ai plus le câble en plus. Donc qui va nous parler directement et sans transition du point de vue des mathématiques. Voilà, bonjour à tous, bonjour. Comme vous en doutez, les mathématiques sont très présentes au sein de nombreuses autres sciences qui étudient de façon directe les enjeux climatiques, la modification de l'écosystème et tous les aspects divers et variés, socioculturels et autres. Et tous ces domaines, certainement, sont consommateurs des mathématiques. Et donc les mathématiques ont un rôle à jouer au sein de la problématique dont on discute, mais la plupart de ces problèmes sortent du périmètre de mes compétences, et donc c'est pas de ça que je voudrais discuter aujourd'hui, c'est plutôt d'une question qui se situe en amont. Donc, personnellement, mon domaine de spécialité, c'est ce qu'on appelle la théorie des groupes. Donc les structures que j'étudie sont des structures algébriques qui formalisent le concept de symétrie. Et c'est une théorie qui est née au XIXe siècle, suite aux travaux d'Évariste Galois notamment. Mais je dis ça juste pour mettre en évidence le fait que, comme certainement de nombreux autres chercheurs qui font de la recherche fondamentale, les problématiques que j'étudie sont extrêmement abstraites et donc en particulier très déconnectées de la réalité tangible et donc également des enjeux des changements climatiques et de l'effondrement de la biodiversité. Et donc la contribution à la discussion que j'ai envie d'apporter, c'est sur deux points. Le premier point, ça concerne la temporalité, qui a déjà été abordée notamment par Véronique. Donc personnellement, je suis chercheur dans un domaine des mathématiques pures. À titre personnel, j'effectue une activité avec des motivations de curiosité. Donc j'ai, comme tout chercheur, les moteurs principaux, c'est la curiosité personnelle. Mais je me rends aussi compte que je fais partie d'un système où la société finance mes recherches. Et donc je m'interroge aussi quelles sont les justifications politiques qui rendent mon activité possible et financée par la société. D'accord ? Alors, un des arguments souvent avancés pour la justification politique du financement de la recherche fondamentale, c'est la recherche fondamentale d'aujourd'hui pourra jouer un rôle dans les développements technologiques de demain. En mathématiques, on cite très souvent deux exemples, la cryptographie, le chiffrement RSA, qui est un système cryptographique extrêmement utilisé dans le commerce électronique et les échanges de données sur Internet. C'est un système qui a été développé en 1977 par trois mathématiciens, Rivest, Shamir, Odelman, qui utilisent en fait des mathématiques élémentaires qui remontent à l'Antiquité d'Euclide et peut-être aux mathématiques de Fermat du XVIIe siècle. Donc il y a un écart de plusieurs siècles. Et de même, il y a un autre exemple qui est cité souvent, c'est la géométrie riemannienne, développée au XIXe siècle par Gauss, Riemann, Cartan et d'autres, qui a permis un cadre formel permettant la formulation par Einstein de la relativité générale au début du XXe siècle, relativité générale qui est nécessaire au fonctionnement des GPS. Donc là, de nouveau, un écart de plusieurs décennies, voire de un ou deux siècles. Et donc là, on voit que cette justification politique dont je parlais repose sur des échelles de temps très longues, même indéterminées. Or, la crise climatique nous dit que les échelles de temps longs n'existent plus. Pour reprendre la phrase de Véronique, l'illusion de la permanence temporelle est rompue. Et donc, personnellement, je ressens un porte-à-faux important du fait de développer une activité de recherche fondamentale qui, au niveau politique, est justifiée à partir d'une hypothèse implicite de permanence temporelle qui, à mon sens, est invalidée aujourd'hui. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point que je voulais aborder, et j'ai entendu qu'il y avait des personnes spécialisées dans les sciences de l'éducation, donc c'est vraiment au niveau du rôle de l'enseignement des mathématiques dans nos sociétés. Donc, les mathématiques en tant que discipline sont apparues dans les programmes officiels
plus ou moins à la Révolution française, en tout cas pour la France et la Belgique. L'apparition des mathématiques était liée à l'idéal révolutionnaire de méritocratie. Les mathématiques sont pensées comme une discipline neutre, imperméable au clivage de classe, au dogmatisme religieux. Et donc l'idée, c'était que les mathématiques, tout le monde est égal quand il s'agit de mathématiques. Et donc c'était un levier de démocratisation. Évidemment, on se rend compte aujourd'hui c'est que l'enseignement des mathématiques est plutôt une discipline de sélection. Et donc, c'est les fils et les filles de professeurs d'université ou de cadres d'entreprise qui vont en général mieux réussir les cours de mathématiques. Et donc les mathématiques sont plutôt, ou l'enseignement des mathématiques à ce niveau-là, sont plutôt un facteur de reproduction sociale, et donc, en ce sens, un frein au changement profond que nécessite la transition. Voilà. Encore une minute, si tu veux. Je la sais. Merci beaucoup, Pierre. Maintenant, nous accueillons pour la psychologie. Alors voilà, comme je l'ai dit au début, je suis parfaitement incompétente dans l'objet qui nous occupe, enfin, pas en psychologie, mais par rapport à la transition climatique. Et donc ce qui m'amenait à un petit disclaimer, c'est que mon objet d'étude de départ, c'est l'impact des émotions et des compétences émotionnelles sur la santé physique. Et donc quels sont notamment les chemins comportementaux et biologiques qui expliquent que nos émotions puissent avoir un effet sur notre santé. Puis, depuis quelques années, je me suis davantage intéressée à la question du burn-out, et plus spécifiquement à la question du burn-out parental. Donc vous voyez qu'a priori, on est assez loin de ce qui nous occupe ici, mais je ne désespère pas que certaines personnes dans ma faculté finissent par se saisir de cet objet qu'est la transition climatique et tous les changements de comportement qui doivent advenir. Alors, les limites de ma discipline sont très claires, c'est qu'on ne peut pas documenter le pourquoi, on ne peut pas documenter pourquoi est-ce qu'il faut changer. Donc ma discipline ne dit évidemment rien des dommages que la pollution, le réchauffement climatique ou la surexploitation a sur la biodiversité, la santé, les mouvements migratoires, etc. Donc en fait, les sciences psychologiques interviennent plutôt quand les autres disciplines deviennent impuissantes, quand elles ont montré tous les problèmes, qu'elles ont démontré à suffisance qu'il fallait changer, et puis que là, bizarrement, les gens ne changent pas, ou pas assez. Alors, les sciences psychologiques, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est une science dont l'objet est assez large, donc qui étudie les émotions, qu'on pourra aussi appeler les sentiments, les cognitions, ou les pensées, et les comportements. Et donc, en l'occurrence, ici, la question de la transition climatique, elle fait intervenir ces trois choses, puisqu'elle génère des pensées, elle génère évidemment une série d'émotions, et puis elle doit absolument faire advenir des comportements. Alors, le genre de questions, donc ici j'ai mis à gauche toutes les questions que nous n'adressons pas, et à droite, le genre de questions que les sciences psychologiques devraient ou commencent à adresser. Donc la première, c'est pourquoi est-ce qu'on ne change pas, ou si peu, malgré l'urgence, et malgré que nous sachions. Puisqu'il y a très peu de gens aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne sont pas informés, la plupart des gens sont très mal informés, on est bien d'accord, mais il y a très peu de gens qui ne sont pas informés de la nécessité de changer et qui ne sont pas informés du tout des gros enjeux. Et pourtant, vous voyez que, alors que la majorité sait et sait qu'il faut changer, en fait, seule une minorité change, et seule une extrême minorité change réellement à la mesure de ce qu'il faut changer. Alors, donc la psychologie peut documenter, et commence à documenter évidemment ce pourquoi. Alors, elle s'intéresse aussi à comment est-ce qu'on peut favoriser les changements de comportement à différents niveaux, les comportements de consommation, qu'ils soient liés à l'usage de la voiture, mais aussi à nos achats sans plastique, sans déchets, etc. Alors, la question du changement de comportement, c'est une chose. La question de la durabilité des changements, ça va être une autre. Chaque année, vous prenez tous de très bonnes résolutions au Nouvel An. Et donc, vous êtes persuadés que vous allez faire du sport X fois par semaine, etc. Et puis, en moyenne, ces changements durent 2 mois. Donc, en fait, les changements de comportement chez l'humain, pour l'immense majorité, même s'ils sont extrêmement souhaités, voulus, désirés, eh bien, ne sont pas durables. Et donc, tout l'enjeu ici, évidemment, c'est d'amener des changements profonds et durables. Et dans l'intervalle, eh bien, il faudra savoir comment est-ce qu'on va gérer toutes ces réactions humaines
et je vais y venir dans un instant. Et puis peut-être qu'un jour, des gens qui s'intéressent au burn-out se demanderont comment est-ce qu'on peut acheter et cuisiner zéro déchet sans tomber en burn-out, mais ça c'est peut-être pour plus tard. Ceci dit, on a quand même j'ai beaucoup de mères de famille qui me disent dans l'étude du burn-out parental, mais voilà, maintenant on en rajoute une couche, déjà en tant que parent il y a tout ça qu'on doit faire, et puis maintenant en plus il faut que je cuisine zéro déchet. Donc je disais ça pour la touche d'humour, mais c'est aussi une question, il faut pas, comment est-ce que concilier ces changements avec le fait que les gens ne s'épuisent pas. Alors, l'apport des scientifiques dépendra de la sous-discipline. Donc, la psychologie de l'éducation devra éduquer sur la nécessité de changer. Ça paraît très évident, c'est beaucoup moins facile, puisqu'il y a différentes manières d'éduquer. Certaines manières d'éduquer n'amènent pas au changement, et d'autres y amènent. Et ce n'est pas toujours évident de savoir comment éduquer au mieux pour favoriser un changement durable. Alors, la psychologie des émotions, ça intéresse typiquement, et donc Salomé va faire son mémoire sur ce sujet, aux émotions, aux sentiments qui sont à la fois suscités par la menace. Donc, il y a certaines personnes qui vont être étranglées par l'angoisse quand ils entendent les dernières conclusions du GIEC, par exemple. Et d'autres personnes que ça va laisser relativement indifférents, mais qui vont avoir des émotions très fortes quand ils vont se sentir poussés dans le dos pour changer. Donc, comme quelqu'un l'a dit ici, les émotions, elles sont au cœur, elles sont un des mécanismes du changement, et donc il faut pouvoir les étudier, les comprendre pourquoi est-ce que certains vont ressentir de l'impuissance. Vous savez que l'impuissance, c'est pas du tout un moteur de changement. Pourquoi d'autres vont ressentir de l'anxiété. Alors, quel niveau d'anxiété? On sait qu'au-delà d'un certain niveau, l'anxiété est paralysante. Donc, en fait, on ne veut surtout pas paralyser les gens. Donc, il faut ce juste niveau, c'est à la fois suffisamment d'anxiété, mais aussi de l'enthousiasme, etc. Alors, on a certaines personnes en psychologie clinique qui commencent à s'intéresser à ce qu'on appelle parfois l'éco-anxiété, donc l'anxiété liée aux questions écologiques, ce qu'on appelle la dépression écologique, donc les gens qui deviennent complètement déprimés quand ils entendent ces conclusions, et pas juste déprimés un jour ou deux, qui s'effondrent vraiment dans une détresse extrêmement importante, ce qu'on peut aussi appeler le stress pré-traumatique, donc pas le stress qui survient à la suite d'un traumatisme, mais à l'idée que ça pourrait nous arriver, que ça pourrait y arriver si on ne change pas. Et donc, bien évidemment, on se rend compte que toutes ces dépressions, toutes ces formes d'anxiété ne sont pas fondamentalement différentes dans leur nature d'autres types d'anxiété qu'on rencontre habituellement dans nos pratiques, mais néanmoins, ce sont des objets nouveaux pour les psys. Ils voient arriver des gens dans leur cabinet qui souffrent de ça, et donc la question du traitement se pose. Comment est-ce qu'on va traiter ces gens? On ne va certainement pas leur dire, écoutez, c'est gentil, mais vous catastrophisez un peu, etc. Parce que la réalité, c'est que non. Généralement, ce n'est pas le cas. Donc voilà, il faut voir comment est-ce qu'on peut adapter les traitements. Donc ça, c'est l'objet des psychologues cliniciens. Et ceux qui doivent être le plus mobilisés, d'ailleurs je regrette que mes collègues de psychologie sociale et de la santé n'aient pas pu venir aujourd'hui, parce qu'en fait la psychologie sociale et de la santé s'intéresse déjà beaucoup aux questions des changements d'attitude et des changements de comportement, donc pour des choses qui n'ont rien à voir, qui peuvent être changements d'attitude ou de comportement vis-à-vis de la cigarette, vis-à-vis de la nourriture trop grasse, vis-à-vis des populations, de certaines populations, des noirs, des homos, de tout ce que vous voulez. Donc la psychologie sociale développe des modèles, la psychologie de la santé aussi, mais pour le moment, il reste très peu appliqué encore à la question de la transition climatique. Et vous voyez que même des modèles très simples tels que celui-là, je m'excuse pour la mauvaise qualité du truc, j'ai vu ça très rapidement, montrent déjà que le simple fait des croyances relatives aux conséquences, donc le fait de savoir que si on ne change pas, ça va être très grave, le fait d'évaluer ces conséquences comme ça me gêne que de laisser une planète comme ça pour mes enfants, eh bien ça ne suffit pas. Ça ne va pas suffire au changement. Il faut aussi que vous soyez dans un milieu où les autres personnes qui sont importantes pour vous jugent que c'est grave aussi et qu'il faut changer. Donc il y a toute la question de la norme subjective, de la norme sociale, et ça c'est un énorme défi, puisque tant qu'une minorité change, mais c'est très compliqué en fait, il faut que progressivement cette minorité grandisse jusqu'à ce que la norme sociale pousse l'individu unique, à changer. Et puis après, il y a toute cette question ce qu'on appelle le contrôle comportemental, c'est je veux changer, j'ai conscience que je dois changer, les gens qui sont importants pour moi changent, mais moi, quelle est ma capacité de changer? Donc si par exemple je me dis je veux me séparer de ma voiture, mais qu'en fait il n'y a aucun autre moyen d'arriver à Louvain-la-Neuve que ma voiture, eh bien je me sens coincée. Ou si le magasin zéro déchet à côté de chez moi les prix sont largement supérieurs à ce que je peux dépenser, je me sens coincée. Et donc de nouveau, ça ne suffit pas de savoir qu'il faut changer, de vouloir changer pour pouvoir changer effectivement. Donc il faut pouvoir agir sur tous ces leviers. Et encore bien d'autres, j'ai pris un modèle extrêmement simple.
Mais voilà. Donc pour vous dire que la psychologie a un rôle à jouer, il est évident, j'en suis convaincue. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je vais finir par me réorienter dans l'étude de ce sujet, parce qu'il y a évidemment énormément à faire, et pour le moment, pas assez de monde pour le faire, mais je suis ravie de voir qu'on a de plus en plus de demandes d'étudiants pour ce sujet, et donc voilà.